Bonjour à tous et aujourd'hui un top demandé depuis longtemps et plusieurs fois, mes films préférés. Et je dis bien film, pas dessin animé ou image de synthèse, donc désolé le Roi Lion ou l'Âge de Glace 3. Donc c'est un top qui est censé vous permettre de connaître un peu plus mes goûts. Vous êtes mal barré. Oui, parce qu'en matière de cinéma par exemple, je suis pas fan des films d'horreur, d'action, de science-fiction. Mais en même temps, je peux pas dire que je déteste non plus, il y aura toujours des exceptions, mais au moins je suis cohérent dans mes goûts. Film d'horreur, bon bah là, cherchez pas ce genre de truc, ça me gonfle. Bon, déjà, ça me fait pas peur, puis comme le dit le fausseur de film, le jumpscare porte mal son nom, ça crée de la surprise, pas de la peur. C'est d'ailleurs pour ça, en revanche, que j'ai adoré Mr Babadook. Voilà, là il y a réellement une ambiance malsaine, donc c'est cool. Dit comme ça fait psychopathe. Mais sérieusement, je caricature à peine, mais c'est limite s'il n'y a pas juste 3 couleurs dans ce film. Le noir, le gris et le blanc. Le noir, le blanc, ce sont pas des couleurs. Le noir, justement, il absorbe toutes les couleurs. Le blanc, lui, il est rosé. Donc si le noir, le blanc sont pas des couleurs, alors le gris non plus. Donc on peut pas qu'on s'y occupe alors que ça, on voit des vues nucléaires, on pense des films. Noir chez les personnages, gris dans les lieux, genre un supermarché, et blanc dehors. Magnifique. Bon, les films d'action, aujourd'hui, je peux pas dire que je déteste. Mais voilà, un petit Jason Statham de temps en temps, c'est sympa. Mais c'est vrai que voir des trucs bien testostéronés avec des gars qui ont plus de considération pour un grille-pain que pour une femme, voilà, clairement pas le genre de film que je vais aller voir au cinéma. Non, je me déplace pas pour ça. Science-fiction, j'ai par exemple bien aimé Chronicle. Mais pourquoi ce film-là, alors que si vous me demandez de regarder un film avec des dinosaures, des robots ou des extraterrestres, je vous dirais cordialement d'aller vous faire foutre. Parce que des super-pouvoirs, putain. On a tous rêvé d'avoir des super-pouvoirs. Et pas que quand on était gamin, aujourd'hui aussi, si on en avait, ce serait bien pratique. Les dinos, en revanche, bien que je sois un scientifique convaincu, ça m'a jamais branché. Et c'est pas parce qu'un film contient des dinosaures que c'est pour ça que je veux dire qu'il est nul, c'est parce que le scénario est plus que bancal et que les personnages sont cons. Pour contrebalancer, le point culture sur les dinosaures est l'un de mes points culture préférés. Donc ça n'a rien à voir avec des putains de dinos. Si le truc est bon, il est bon. S'il est mauvais, il est mauvais. Les robots, ça a jamais été ma came, sauf pour, robots. Mais les robots qui dominent le monde, qui remplacent des êtres humains, ça me gonfle aussi. Et les extraterrestres, j'y crois pas. Enfin, dit comme ça fait un peu péteux, genre dans tout l'univers, non, les seuls pecnos sur une planète, c'est nous. Disons que je ne crois pas à ce qu'on voit dans les films. Voilà, là aussi, extraterrestres, méchants, envahir la Terre, blablabla, c'est naze. Bon, après, dans le système solaire, je pense qu'on a vérifié qu'il n'y avait rien qui vivait. Après, à des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de kilomètres, je nie pas, j'en sais rien. Et puisqu'on parle de science-fiction, je devance la question, je ne suis pas fan de Star Wars. Encore moins que la saga 007, c'est dire. Je déteste pas, mais actuellement j'ai vu tous les films 2 fois et ça me va. Et voici mon ordre de préférence, de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus. Un petit mot vite fait. Bon, le 4, c'est juste pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Les combats de sabre, les effets spéciaux, les combats de sabre, le rythme, les combats de sabre, ou encore les combats de sabre, putain, non, c'est mou, c'est lent, et ça se traîne à la fin, oh là 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 là. Le 1, le fait qu'il soit en bas du classement, ça se résume en un personnage, et je pense que vous savez lequel. Voilà. Le 5, même s'il y a le baiser incestueux entre Luke et Leia, et donc forcément la meilleure scène du film, non, ça me plaît pas plus que ça. C'est comme le 4, c'est pas dynamique, putain. Bon, quand même, je crois me rappeler qu'il y a un peu plus de rythme vers la fin, mais les effets spéciaux et les combats de sabre, c'est toujours pas ça. Le 2, oui, là il est bon. Et ensuite, le 6 puis le 3, alors là, ça envoie du pâté ouzbek. Pou. Voilà, là le 6 il y a enfin des effets spéciaux à la hauteur, là j'entre dans le film, là j'y crois, et le 3, putain, oh la bataille finale, oh là 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 là, oh sa mère, oui ça c'était un orgasme. Donc je vous dis pas les boules que j'ai quand je passe d'un chef-d'œuvre comme le 3 à une merde comme le 4, tant bien au niveau des effets spéciaux qu'au niveau de la cohérence du scénario, même si ça se rattrape après, oui. Et puis ouais, il y a des extraterrestres, mais à part Yoda, ils sont quand même vachement mis en retrait. Et on va pas me casser les couilles, on va dire que c'est dans une galaxie lointaine de mon cul, mais faut arrêter, ce sont des humains ça. Après c'est pas pour me déplaire, parce que le monde humain est déjà compliqué à comprendre, en plus avec toutes nos cultures et tout, mais alors là, on nous présente des espèces qu'on ne connaît pas, et on doit ensuite apprendre leur culture et s'attacher à elles. C'est pas évident. Et c'est d'ailleurs le même reproche, entre guillemets, que je peux faire aux films fantastiques, où je suis pas plus fan que ça. Par exemple, j'aime Twilight, mais je suis pas fan du Seigneur des Anneaux. Voilà, des vampires, certains ont des pouvoirs particuliers, ils sont plus rapides, plus forts,
ok. Mais après des hobbits, des elfes, des nains, des orques et j'en passe, sérieusement, il y a 10 000 espèces qu'on ne connaît pas, on ne peut pas s'y attacher immédiatement. Ou encore, un truc qui peut rebuter, le thème du film tout simplement. Voilà, la religion, Ave Maria, tous les religieux ils sont beaux, ils sont gentils, oui, c'est ça. Après, heureusement, il existe des petits bijoux comme Horns. Voilà, là ça exploite la religion différemment. Là, il y a des bons religieux et des mauvais, des hypocrites. Et puis c'est pas le thème central, ça utilise des codes religieux. Et il y a des aspects que j'aime bien aussi. Le manichéisme, de temps en temps, ça fait pas de mal. Notre côté lumière, notre côté ténèbres, les péchés capitaux, etc. Voilà, et puisqu'on commence à aborder des aspects positifs, les genres de films que j'aime. Eh bien, je pourrais dire les comédies, les thrillers, les films d'aventure et les histoires d'amour. Bah tiens, comédie avec de la religion, Les Anges Gardiens. Oh putain que je kiffe ce film. Bon par contre, attention, si vous regardez ce film, il y a des images choquantes. Mais rien que le concept déjà, c'est juste génial. Un voyou qui pense qu'au pognon et qui détient un cabaret voit sa bonne conscience apparaître. Et un prêtre voit son mauvais côté. C'est génial! C'est génial! Et voilà, prêtre, oui, mais lui aussi a des vices, lui aussi dit ou pense des mauvaises choses. Et c'est ça que j'aime. En premier plan, on voit un être humain et non un religieux. Et puis, tant qu'on est sur les comédies et que je suis un fervent défenseur du cinéma français, je ne saurais que vous conseiller Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Les Bronzés, Le Dîner de Cons, Nos Jours Heureux, Intouchables, certes, qui est une comédie dramatique, L'Arnaqueur, Les Trois Frères, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Podium, Jean-Philippe, Incognito, Les Profs avec le plus beau des acteurs, Fiston, Babysitting, Didier, les films avec Michel Serrault, et j'en passe. Les thrillers, là aussi en voyant ça, non, je suis désolé, on ne peut pas dire que le cinéma français fait toujours la même chose, et de la merde en plus. Et c'est ça le problème, les gens sont des cons. Tout le monde chie sur le cinéma français en disant que ça ressort toujours la même merde, mais quand des réalisateurs font autre chose, comme avec Lucie et Lou, qui sont deux excellents films, quoi que vous en dites, les gens râlent parce qu'on change leurs habitudes. Allez vous faire foutre. Mais bref, revenons au thriller. Pour elle, par exemple, excellent. Par contre, remake états-unien, grosse merde. Ou encore La Proie, qui fait clairement partie de mes films préférés. Donc voilà, le cinéma français fait des choses bien. Regardez Police, qui est un drame, et venez pas me cracher à la gueule que c'était de la merde. Bon, certes, la meuf qui utilise le mot inceste alors qu'on parle de viol, ça c'est de la merde. Mais en tout cas, si vous regardez, faut que vous ayez le cœur accroché. Film d'aventure, je pense notamment à Indiana Jones et la dernière croisade, qui est clairement le meilleur de la saga, et qui est très drôle par moments. Et non, je ne chierai pas sur le 4. Je vais pas le défendre, mais le coup de « Oh là là, il s'enferme dans un frigo, il résiste à une explosion nucléaire, c'est pas crédible !» Là aussi, Indiana Jones et le Temple Maudit, c'est pas plus crédible. Et le coup de E.T. qui passe par là, moi je m'en fous, je suis pas fan des extraterrestres, mais je perçois juste ça comme quelque chose d'ancré dans notre époque. Aujourd'hui, on parle d'extraterrestres, on fait des films sur ça, voilà. Et je veux dire, c'est pas plus débile et crédible que la quête du Graal dans le 3, ou dans le 2, du coup du mec qui arrache le cœur d'un autre comme ça, mais il survit quand même. Voilà, à un moment faut être honnête, je pense. Et non, je ne parle pas du 1 parce qu'il ne m'a pas marqué. Donc le 2, très bien, le 3, génial, mais le 1, non, je ne m'en rappelle absolument pas. Et les histoires d'amour. Bien évidemment, je pense au grand classique Titanic, qui fait clairement partie de mes films préférés, mais également à tous les films sortis en 2014. Parce que oui, l'année 2014 a été très riche en histoires d'amour / comédie romantique. Une rencontre, et beaucoup plus si affinité, tu veux ou tu veux pas, ou encore Nos étoiles contraires. Ce ne sont pas tout le temps des chefs-d'œuvre, mais parfois quelle claque! Et quand je pense au dernier film que je viens de vous citer, putain les émotions! Et c'est pas parce qu'on a affaire à des personnages malades que le film va être juste du tire-larme, ou qu'on va avoir pitié des personnages, aussi bien nous, spectateurs, que les autres protagonistes. Et putain les saloperies qu'on peut balancer sur eux. Non, parce que moi aussi je sors du politiquement incorrect de temps en temps, genre mon meilleur ami né d'un inceste et sa seule maladie c'est être homosexuel. Bon, mais voilà, c'est volontaire, c'est pas méchant, mais là... Cela dit, j'encourage très sincèrement ce genre de film à se développer. Si les studios ont compris qu'un mec et une nana lambda qui n'ont pour seul souci que de savoir ce qu'ils vont porter comme vêtements le lendemain, c'était vu et revu, je suis très satisfait de voir qu'on peut parler d'amour en étant autre chose. Nos étoiles contraires donc, avec des personnages malades, 20 ans d'écart avec... tout est dans le titre. Amour et turbulence qui n'a rien de spécial, mais je voulais le citer. Ou encore 50 nuances de Grey traitant du BDSM. Si ça a étonné Durandal de faire une œuvre cinématographique sur ce type de relation, outre l'adoration que je voue pour cette série de bouquins, qui est juste ma série littéraire préférée, je suis au contraire très satisfait de voir que l'on filme autre chose. J'ai hâte de voir les films traitant d'amour incestueux. Sans oublier le fait qu'il y a une hypocrisie constante qui tourne autour du BDSM. Rien que le plus petit geste anodin est du BDSM, et je ne parle même pas de la plus petite pensée qui là aussi semble être anodine.
Mes petites dames hétérosexuelles par exemple, je suis prêt à parier que la très grande majorité d'entre vous est en couple avec un garçon plus âgé. Et pour celles qui sont célibataires, je mets également ma main à couper que vous êtes majoritaire à vouloir être en couple avec un garçon plus âgé que vous parce que, inconsciemment ou non, vous avez envie de vous sentir protégé. Et je retourne bien évidemment cet argument aux garçons qui sont en couple ou voudraient être avec une fille plus jeune. Et pour les quelques cons, mecs sexistes qui regardent cette vidéo et qui vont me sortir que je suis une lopette parce que les histoires d'amour c'est pour les gonzesses et que c'est toujours pareil, eh bien, je pense que vous savez déjà ce que je pense des trucs pour filles et des trucs pour garçons. Et ensuite, bah ouais, je reconnais volontairement que les comédies romantiques c'est très souvent la même chose, mais ça m'empêche pas d'aimer, même s'il y a des trucs qui me gonflent. C'est très majoritairement le mec qui va tout faire pour retrouver sa meuf. Vous pouvez vérifier, c'est quasiment tout le temps la même chose. La meuf va dire une phrase qui prête à confusion pour le mec, parce que pour nous c'est aussi subtil que de se prendre un concombre dans le cul. Ils vont se quitter, le mec va comprendre qu'il a été con, et son meilleur pote va le pousser à partir retrouver sa chérie, il va traverser le monde, ils vont se remettre ensemble, et happy end. Voilà, donc c'est la faute de la meuf, mais c'est le mec qui va devoir présenter des excuses. Truc de merde. Et même en admettant que ce soit la faute du mec, retrouver sa chérie, je veux bien, mais là aussi, paye ton réalisme quoi. Moi, je vais vous montrer comment devrait réellement se passer cette scène de comédie romantique. Bonjour madame l'hôtesse de l'air, je souhaiterais prendre l'avion pour New York qui décolle dans 5 minutes afin de retrouver la personne que j'aime, lui dire qu'elle est la femme de ma vie et que je veux passer le restant de mes jours avec elle. Eh bien, vous vous y prenez au dernier moment, l'avion doit être complet. Ah, attendez, il reste une dernière place à 1000 €. Vous savez, en même temps, il y a beaucoup de femmes sur cette planète, et parfois un peu de distance, ça fait du bien. Bon, ben j'ai plus qu'à rentrer chez moi. Est-ce que j'ai l'argent pour me payer un taxi? Mais vous savez, on dit souvent que les femmes ont besoin de rêver. Bon, ça veut dire que la femme a besoin d'être surprise. Autrement dit, si t'as pas de thune et que tu ne peux pas lui offrir des cadeaux tout le temps, ben elle va te quitter. Ah, quelle salope. Mais les hommes aussi ont le droit de rêver. Ouais, dans les histoires d'amour, il y a parfois des trucs assez irréalistes, mais ça fait quand même plaisir de voir que l'amour des deux protagonistes est plus fort que tout. Et encore une fois, pour les beaufs qui disent que les comédies romantiques c'est toujours pareil, bah je rappelle que eux regardent des films d'action. Donc il ferait mieux de fermer leur gueule. Parce que là, gros mec musclé célibataire, accomplir mission. Puis tomber sur femme bonne célibataire. Mais femme bonne célibataire se faire enlever. Mais heureusement, gros mec musclé célibataire l'a sauvé. Et gros mec musclé célibataire et femme bonne célibataire finir ensemble alors que eux connaître seulement depuis 2 jours. Et si le mec est en couple, bah c'est la même chose. C'est sa femme qui se fait enlever. Ou alors, on essaye d'être innovant, ce n'est pas sa femme, mais sa fille qui se fait enlever. Et sa fille, il faut qu'elle ait entre 8 et 16 ans. Allez, entre 6 et 18 ans, grand maximum. Donc voilà, je viens de résumer 90%, voire même plus, des films d'action. D'ailleurs, les mecs qui ont fait Expendables savent tellement que les films d'action c'est toujours pareil, c'est pas fait pour réfléchir, etc. que vous savez comment s'appelle le vilain dans Expendables 2 ? Eh bien, je viens de le dire, vilain. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc voilà, si je précise tout ça, c'est pour bien vous montrer à quel point ce top a été dur à réaliser, parce qu'il y a tellement de films que j'adore, Les Miller, Basic Instinct, Hard Candy, où il faut vraiment avoir des couilles pour regarder ce film. Seuls ceux qui ont vu ce film peuvent comprendre. Léon, Les Évadés, La Ligne Verte, etc., etc. Donc je ne pense pas que ce top vous aide à connaître mes goûts, à mon avis vous allez sûrement avoir un peu du mal à me suivre, trouvant que c'est un peu paradoxal, mais je suis cohérent dans ma tête, et ça, c'est le plus important. Enfin, même si j'avoue que j'ai un peu triché, et ce sont généralement plus des sagas de films que je vais aborder. Oui, parce qu'un top de mes films préférés avec dans ce classement par exemple 3 films d'une même saga, curieusement je ne trouve pas ça très intéressant. Enfin bon, et on commence donc avec le numéro 5, la saga Harry Potter. À vrai dire, j'avais hésité au tout début de la mettre numéro 4, mais j'ai vu tellement de fois la saga, et le dernier film du numéro 4 est tellement génial qu'il a fallu faire un choix. Mais bon, pour la saga qui marquera toute une génération, faire partie de ce top était le minimum à faire. Et d'ailleurs, en parlant de génial, autant vous prévenir tout de suite, le mot génial va sortir très souvent. Mais pour être honnête, je n'étais pas particulièrement fan de la saga au début. C'est du fantastique après tout. À l'exception du 7ème livre, j'avais vu tous les films avant de lire les livres. Donc du coup, j'avais pas compris grand chose aux reliques de la mort, mais je l'avais trouvé génial. Bref, j'avais vu tous les films et m'étais arrêté au 5ème. Et un jour, j'ai eu envie de me mater le 6ème film. J'avais émis des réserves, il faut dire que tout le monde avait copieusement craché
dessus, mais bon. Et puis plus tard, j'ai eu envie de me revoir les 5e et 6e films, et je me suis rendu compte à quel point j'avais oublié des tas d'éléments et à quel point les films étaient cool. Bon, je me suis également rendu compte que se mater en boucle les films Harry Potter plutôt que de réviser son bac, c'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Bref, j'ai donc été conquis et je me suis empressé d'acheter tous les livres qui me manquaient. Dès lors, le 7e bouquin était quand même plus compréhensible. Pour un petit classement personnel, j'aurais dit que le 7e opus est celui que je préférais, mais le 6e livre l'a détrôné. Chaque fin de chapitre du 6e opus est superbement écrite. Il y a de la tension, il y a du suspense, ce qui n'est pas vraiment présent dans les fins de chapitre du 7e opus. Après réflexion, j'ai l'impression que le 7e livre a quand même été écrit un peu à l'arrache, ce qui est accentué par des transitions sortant un peu de nulle part, ce qui n'a par ailleurs rien arrangé dans les adaptations. Quant au film, déjà, je ne ferai pas l'affront, comme le fait la majorité des gens, de les comparer au livre. Pour mon classement... non, on verra ça à la fin. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est de visiter la chaîne Anonyme GT. Vous pourrez y retrouver des critiques sur les films Harry Potter, ainsi que les Harry Potter abrégés. Ça permettra de compléter les propos que je vais tenir dans ce top. Cependant, gardez à l'esprit qu'il ne faut pas tout prendre au premier degré. Certains éléments ont été survolés, parfois de manière, pas la meilleure qu'il soit, et les Harry Potter abrégés, ce n'est pas parce qu'on parle d'un élément en particulier ou qu'on fait un gag dessus, qu'on dit que c'est nul. On peut juste en rigoler, ou bien ça sert de transition, etc. Pour le premier film, donc, je pense que c'est avant tout pour les gamins. Bon, cela dit, il y a bien la forêt interdite qui est quand même bien flippante. Imagine que tu y ailles pour de vrai, et que t'as 11 ans. Voilà. Bon, Ron est toujours aussi génial. C'est Leviosa. Mais on a droit au cliché, l'amour est la plus grande des forces. Je trouve l'histoire peu intéressante, des éléments comme le changement d'habitation des Dursley ou la présentation de Norbert, ou Norberta un peu brutaux, les personnages peu attachants, et Harry qui m'agace. Bon, déjà au niveau capillaire, il me rappelle une époque sombre de mon existence que je préfère oublier. Cheveux de merde. Mais au niveau de la voix, putain! Je suis Harry. Juste Harry. Ta gueule! Bon, là aussi au niveau vocal, ça me rappelle une époque sombre de mon existence que je préfère oublier. Voix de merde. Mais oui, c'est aigu, c'est... Ah, m'énerve! Et ça s'arrange pas vraiment avec le deuxième film. J'avoue que j'ignore s'il est plus ou moins tête à claque que dans le premier, mais putain, là aussi, il y a du niveau! Oh, je suppose qu'ils n'ont pas... Attendez, j'étais perdu, Attendez... Mais ta gueule! Et s'il y a des ellipses plus réussies, il y a en revanche des passages parfaitement débiles. Pourquoi pose-t-il la voiture sur les rails? Si Harry, qui parle fourche-langue, entend la voix du basilic, pourquoi les autres n'entendent-ils pas au moins un sifflement? Que le basilic se déplace via les tuyaux, pourquoi pas? Mais pour qu'il ait réussi à pétrifier des élèves, il a bien fallu qu'il sorte, non? Et personne ne l'a remarqué. Et en parlant de remarquer, personne n'a remarqué depuis tout ce temps qu'il y avait un serpent bien visible sur l'un des robinets des anciennes toilettes des filles. C'est vraiment limite parfois. Mais bon, c'est plus sombre, donc je le trouve plus cool. Et donc forcément, j'aime encore plus le troisième film. Et en plus, première apparition de deux personnages que j'adore, Jacob Black et Arsène Lupin. Sirius Black et Rémus Lupin, voilà. Rémus Lupin avec la voix du génial Guillaume Lebon. Et encore mieux, j'adore le symbolisme, j'adore les métaphores, j'adore quand on personnifie un concept. Pour vous donner des exemples autres qu'Harry Potter, les 7 pieux ou sœurs du purgatoire, Dominico Nonaco Colony. Chaque sœur représente un péché capital. Dans les anges gardiens, bon là on peut difficilement faire plus explicite, un voyou qui voit son ange gardien apparaître, donc son bon côté qui essaie de le remettre dans le droit chemin, et un prêtre qui voit son côté maléfique qui a envie de lui faire des conneries. Ou encore dans Persona 4, les personnages voient leur ombre, c'est-à-dire les côtés d'eux qu'ils cachent, qu'ils n'assument pas, qu'ils refoulent. On se demande bien ce qu'un homophobe refoule. Et là justement, Kanji, qui est viril, qu'on prend pour un voyou, son ombre c'est quelque chose de plus doux, ça part efféminé. Oui, du coup dans l'animé ça fait une grosse allusion homosexuelle, mais voilà, tous ces exemples sont juste géniaux, je kiffe leur race. Et dans HP3, on a droit au Patronus, qui est lié au bonheur. Le bonheur est à la portée de tous, même les moches, même les rousses, peuvent y prétendre. Je me demande d'ailleurs quelle forme prendrait mon Patronus. On a droit aux créatures cauchemardesques que sont les détraqueurs liés à la peur. Non mais sérieusement, ce passage fait flipper sa race. Et le côté peur est accentué encore plus par l'épouvantard. Putain, qu'est-ce que j'aimerais rencontrer un épouvantard pour savoir ce qui me fait le plus peur? Un point amélioré par rapport aux deux premiers films, selon moi, c'est la musique. Oui, insultez-moi si ça vous fait plaisir, mais les musiques de John Williams dans Harry Potter 1 et 2 ne m'ont pas vraiment marqué. Bon, il y a évidemment le thème d'Edwige, mais avec le 3, on commence à devenir un peu plus sérieux. Une musique que j'adore tout particulièrement, c'est quand Harry se la joue Titanic. Sérieusement, je sens parfaitement l'idée de rêve, de magie. J'imagine très bien le voyage avec nos cheveux et nos vêtements flottant dans le vent et qu'on trouve ça finalement grandiose.
Alfonso Cuarón, c'est également quelqu'un de visuel. À quelques minutes d'intervalle, on est bien gâté puisqu'on a droit à la transformation de Lupin quand il voit la pleine lune. Et si on suit la logique du film, s'il ne l'avait pas vu, il ne se serait pas transformé, mais bon, c'est pas grave. Et Harry qui se rend compte qu'il est pris au piège par beaucoup de détraqueurs. Mais Cuarón est parfois tellement visuel que... il avait par exemple l'idée de faire entrer la caméra dans une tête de clown géante, et J.K. Rowling lui a dit « Ouais, c'est cool, mais ça sert à quoi ?» En parlant d'utilité... Bon, là aussi, je n'apprécie pas le coup des petites têtes. Oui. Et ça aurait été plus utile de développer un peu plus la carte du maraudeur ou le patronus d'Harry. Parce que là, on a quand même un problème visuel et utile. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit que c'était une illusion puisqu'on ne revoit pas le cerf. Et ce putain de cerf est pourtant putain d'utile. On passe ensuite au 4e film. Je sais que certains ne l'apprécient pas vraiment, mais moi je le trouve cool. Oui, désolé de rompre ainsi notre amitié. Et puis on commence très bien puisqu'on démarre avec une musique absolument géniale dans un décor sombre. A savoir également que le film devait à la base être fait en 2 parties. Bon, du coup on a sucré pas mal d'éléments, mais globalement ça passe bien. Voldemort crée notamment en Horcrux en utilisant l'ancien jardinier et non une sorcière qu'on réentendra parler plusieurs fois dans le livre, changement qui me convient parfaitement. On ne s'attarde pas sur les elfes de cuisine et je suis pleinement satisfait. Et d'ailleurs, le fait que ce soit Neville qui donne de la branchiflore et non Dobby est une excellente idée. Non seulement ça le met en avant, et puis il va être professeur de botanique donc ça ne dénature pas, mais il corrige selon moi quelque part un défaut du livre. Parce que oui, dans le livre, au moment des révélations, Maugré, entre guillemets, dit à Harry qu'il aurait pu aller voir Neville, à qui il avait justement donné le livre dans lequel on parle de la branchiflore. Autrement dit, le film a fait tout le contraire du livre. Mais dans le film, ça a une utilité, parce qu'au final, dans le livre, ça ne sert à rien. Donc c'est un choix très judicieux. L'histoire des Croupetons a été réduite au minimum syndical et c'est correct. Oui, ce sera juste correct cette fois-ci parce qu'on n'entend plus jamais parler de Barty Croupton Jr. par la suite. C'est un peu dommage. C'est également dommage d'avoir ajouté des scènes inutiles. Autant le passage avec Rogue notamment est génial, autant la poursuite du Magyar, si tu réfléchis 2 secondes, ça ne tient pas la route. Sérieusement, Harry a 14 ans, il fait un putain de tournoi meurtrier, il se tape le plus dangereux des dragons, et on n'est même pas fichu de mettre une chaîne assez solide pour le retenir. Franchement, c'est un manque cruel de sécurité, et l'école devrait juste fermer. Et voilà, les films d'action nous ont fait comprendre qu'ils servaient juste à mettre nos cerveaux sur off. Coucou. Et cet ajout dans HP4 ne déroge pas à la règle. Et c'est d'autant peu crédible puisqu'on est qu'à la moitié du film. On sait qu'il arrive à s'en sortir, donc ça ne sert à rien. N'ajoutez pas toute cette pseudo-tension. Et également, je veux bien qu'on présente les différentes écoles, mais si tous les nouveaux élèves se mettaient à faire des putains de chorégraphies dès qu'ils arrivaient quelque part, ce serait un peu le bordel, je pense. Ah non, moi je les veux pas dans ma classe. Et puis surtout, l'école de Beaubaton ne contient que des filles. C'est pas vraiment dérangeant au niveau de l'histoire, mais pour une école française et se déroulant en 1994, bonjour le réalisme. Et puis merde, dans le livre, l'école comporte aussi des garçons. Parce que dans le film, oui, Fleur est choisie, mais du coup, c'est juste une fille parmi tant d'autres. Alors que dans le livre, il y a des garçons dans cette école, mais rien à foutre. Une fille peut être plus forte que les garçons. C'est elle la meilleure. D'autant que là, on nous rappelle bien que c'est une école girly avec tous ces papillons à la con. Et je veux bien que la France soit le pays de la romance et de la séduction, mais avec ce putain de plan sur les culs, bien que ce soit le point de vue de Ron, ça me donne surtout l'impression que la France est le pays du sexe et de la débauche. Et puis c'est con, même si c'est dans le livre, on n'a pas vraiment l'occasion d'admirer Fleur en femme forte. La première tâche, on zappe. Bon, il y a de la tension, ok. Le deuxième, comme une merde. Bon, du coup, pour compenser, on a droit à une musique que j'affectionne énormément. Et troisième tâche, on voit une demoiselle en détresse et qui a une réaction similaire à la mienne quand j'apprends que l'extrême droite est le premier parti de France. Puis on a droit à un début de hentai.
Mais après, comme je vous dis, je ne juge pas les films par rapport aux livres, et les changements apportés, je m'en fous. Que le labyrinthe soit vide mais gigantesque, ça ne me dérange pas le moins du monde. Et mieux, Fleur, ainsi que sa sœur Gabrielle, vient dire au revoir à Ron. Parce que je rappelle quand même que Ron empêche la petite de se noyer, parce qu'elle est jeune et qu'elle ne sait donc pas encore très bien nager. Donc oui, un minimum de reconnaissance, merde. Parce que dans le livre, vraiment, il y a que dalle. Putain d'asocial. Connasse de française. Donc là, c'est un excellent changement. Après, je ne sais que penser du tic de Barty Croupton Jr. C'est vrai qu'il m'a fallu plusieurs visionnages pour comprendre que son père le reconnaissait à cause de son coup de langue. Au début, je pensais que c'était un truc avec son visage, que le polynectar commençait à ne plus faire effet. Eh bien non, là synecdoque. Alors d'un côté, je trouve ça cool, et en même temps, ça manque de subtilité. Parce que montrer ça, ok, mais voir Barty Croupton Jr. avoir le même tic seulement 5 minutes après, bah tout d'un coup, oui, ça perd vraiment en subtilité. Et puis comme j'ai évoqué le polynectar, c'est quand même le film qui fout la merde. Parce que dans la chambre des secrets et les reliques de la mort, une fois transformés, les personnages qui ont bu la potion gardent leur voix. Alors que dans le 4, ah bah non, c'est la voix du vrai Maugré. Comme c'est pratique. Cela dit, pour être honnête, rien contre le 2 et le 7, c'est déjà assez la merde. Dans le 7, Harry a la vue de Runcorn, mais dans le 2, il est obligé de garder ses lunettes. À moins que ce soit une subtile technique de Columbus pour nous rappeler que c'est Harry transformé. Ou encore dans le 2, l'effet dure 1 heure, et dans le 7... Combien de temps tu as dit que ça ferait effet le polynectar, Hermione? Je l'ai pas dit. Le 5 maintenant. Bon, déjà, apparition du personnage le plus cool du monde, donc c'est un bon point. Mais ce qui est génial également, c'est que dans le livre, il y a des petits détails, mais ils sont présents dans le film. Pour prendre encore un autre exemple qu'Harry Potter, Gone Girl, que je vous conseille fortement de regarder, tiré du livre Les Apparences, que je vous conseille fortement de lire. Dans Les Apparences, Amy rédige des questionnaires et s'en sert même dans la vie de tous les jours, disons, quand elle rencontre des personnes. Dans le film, on passe pas 3 heures dessus, mais ça y est. On parle également de quinoa dans le film, même si ça n'a pas d'importance également. La fille avec sa tourte au poulet, on s'attarde pas 50 ans, mais c'est là. Ou encore, évidemment, vous me connaissez, ce pourquoi j'adore Les Apparences / Gone Girl, et il n'y a qu'une seule raison à cela, bien sûr, c'est la relation qu'entretient Nick avec sa sœur jumelle Margot. Ils sont vraiment très proches. Margot, de son surnom Go, est vraiment la fille avec qui tu peux t'éclater. Elle peut se permettre certaines blagues avec son frère jumeau que personne n'oserait ou qui passerait moins bien. Tu te dis que c'est une femme qui a l'air de tirer la gueule, mais elle est super cool. Donc c'est vraiment une relation très intéressante qui lie Nick à sa sœur jumelle, et ceci n'a pas échappé aux gens, lambda, qui ont souvent parlé de twincest, genre ils sont très proches, ils sont souvent ensemble, donc ils couchent ensemble. Et ben dans le film, ça y est aussi. Les médias font tout pour discréditer Nick et prennent n'importe quel élément et tentent de le retourner contre lui. Pour vous donner un exemple, Nick a un chat, donc les médias auraient pu prétendre qu'il est zoophile. Vous voyez le genre. Bah là voilà, oui, il est très proche de sa sœur jumelle, il y a une relation ambiguë entre eux, machin, et il y a un mec lambda qui fait... C'est du twincest. Donc moi j'étais wouhou. Mais plus sérieusement, voilà, on en parle dans le livre et on y revient dans le film. On reste pas dessus des heures et des heures, mais ça y est. Bah Harry Potter 5, c'est pareil. Prenons Percy Weasley. C'est un garçon qui a de l'ambition, qui va finir par travailler au ministère de la magie, et pire, qui va retourner sa veste, qui va renier sa famille. Comment c'est présenté dans le film? On le voit travaillant pour le ministère, emmenant Harry et Cho dans le bureau de Dumbledore, et il semble aussi joyeux qu'un citoyen qui apprend qu'il va y avoir une nouvelle hausse d'impôts. Et ben voilà, c'est un petit détail, et dans le film, ça prend 5 secondes, mais c'est là. Ensuite, on a droit aux meilleures musiques de la saga, aux meilleures scènes de la saga, à une ombrage vraiment sympa, ironiquement, des scènes qui me font rêver, des scènes qui me font chialer, on assume qu'il y a de l'inceste, bref, c'est cool. Ouais, je vais en profiter pour répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois concernant l'inceste dans Harry Potter, comme je l'avais évoqué dans mon Dis c'est quoi. Et bien en fait, c'est Sirius qui le dit dans le 5e livre, comme quoi toutes les familles de sang pur sont parentes. Les Black, les Lestrange, les Malfoy, les Prewett, les Weasley, les Potter et j'en passe, sont apparentés. Harry et Voldemort sont des cousins éloignés, reliés par les Pévrel. Et Harry et Ginny sont cousins. Au combien de degrés, je ne sais pas. Mais comme l'a dit Dirty Biology, un peu d'inceste bien dosé est une bonne idée. Bon, même si évidemment, dans mon cas, puisqu'on parle d'inceste, j'aurais changé mon pseudo en Pretty Biology. Mais bon, Harry Potter 6 maintenant. Et ce film a vraiment une ambiance. Sérieusement, on dirait qu'il y a constamment un filtre rouge, vert ou gris. Oui, ça sent la merde dans le monde des sorciers. Mais on a droit quand même, pour donner de la bonne ambiance à tout ça, la magnifique Luna Lovegood, l'excellent Horace Slughorn, et avec la voix du génial Roger Carrel. Et là aussi, pour moi, on a corrigé un défaut du livre. Non, parce que Dumbledore dit à Harry de se rapprocher de Slughorn. Et donc, est-ce que c'est pas légèrement incohérent qu'Harry évite Slughorn la quasi-totalité de l'année? Vous pouvez me dire que c'est un adolescent et qu'avoir un fan qui veut constamment lui parler ou l'inviter à ses soirées, ça doit lui casser les couilles.
Oui, je comprends parfaitement ce qu'il ressent. Mais si c'est Dumbledore qui lui dit, c'est que ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est vraiment important. Et comme dans le film, Harry suit cet ordre, qu'il essaye de se faire bien voir auprès de Slughorn, ben je trouve ça plus logique. Et même scène dans le film et dans le livre, Malfoy qui pétrifie Harry. Dans le livre, puisqu'on a établi que la cape d'invisibilité d'Ignotus Peverell, celle de Harry donc, n'était pas affectée par les sorts, dans ce cas, comment Malfoy a-t-il pu lui jeter un sort? Au moins dans les films, c'est jamais établi que lancer des sorts sur la cape ne lui faisait rien, donc on a également droit à des séquences méga cool comme oh putain la scène de la grotte est tellement géniale. Sérieusement, la grotte est immense et on n'y voit que dalle. Voilà un truc bien flippant. Et je ne parle même pas de cette scène dantesque où Dumbledore utilise du feu pour se débarrasser d'Enid Ferry, mais oh putain, cette scène est trop géniale. Bon, il y a également cette scène qui me rend particulièrement mal à l'aise. Quoique s'imagine que Katie porte un écarteur buccal, ou un baillon boule, ou n'importe quel baillon en fait, je trouve ce plan absolument génial. Et je sais que beaucoup de gens trouvent que Le Prince de Sang-Mêlé est le moins bon film de la saga, et je suis navré de vous décevoir, mais je ne partage pas cette opinion. Je pense que cela est dû au fait qu'Harry Potter 6 soit un épisode transitoire, un épisode où, on va dire, il ne se passe pas grand chose, où on ne fait qu'installer les événements qui vont servir pour la grande bataille finale. On voit ça notamment avec Le Seigneur des Anneaux. Le second opus, Les Deux Tours, est pour beaucoup, et pour moi aussi, l'épisode le moins intéressant à suivre. On peut également retrouver ça avec la saga Arthur et les Minimoys, mais comme le dernier volet était assez mauvais, difficile de savoir quel est le pire entre le deuxième et le troisième. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de points positifs dans les Reliques de la Mort. Déjà, avoir séparé le film en deux permet de retrouver un rythme correct, alors qu'on avait parfois droit, précédemment, à des scènes qui s'enchaînaient très vite ou des éléments survolés. Les musiques sont géniales, la scène des 7 Harry est juste très drôle et géniale, ce putain de ralenti de la mort quand le trio se fait poursuivre par Yaxley dans le ministère de la magie est génial. Et la scène de danse d'Harry et Hermione après que Ron s'est barré est également tout simplement géniale. La scène de danse me fait d'ailleurs penser à 500 jours ensemble. Tout d'abord, la musique est intradiégétique dans le film, puis devient extra-diégétique, elle sort du film, c'est comme si on était dans la tête des personnages, on est enivré par la musique. C'est exactement ce qu'il se passe ici. La musique vient tout d'abord de la radio, intradiégétique, puis elle devient extra-diégétique. Et on est comme les personnages, on est heureux. Ça aurait donc bien moins marché si la musique était restée dans le film. C'est donc une scène super cool. Oui, j'aurais pu dire génial, mais je voulais changer un peu. Et toujours sur la musique et le fait que ça me fait penser à un autre film, la scène de poursuite. Il n'y a pas de musique. C'est assez osé. C'est comme la scène de course dans La Menace Fantôme. Et ça marche. C'est donc assez impressionnant. Vraiment, écoutez, la poursuite démarre par un bruitage, puis on entend juste les personnages qui courent et les sortilèges lancés à droite à gauche. Et comme pour l'épisode 1 de Star Wars, la musique reprend juste à la fin. Et je ne parlerai même pas de Scrimgeour ou Mondacus qui sont exactement comme je le pensais. Luna est toujours aussi sublime, et avoir fait revenir Dobby tôt dans le film, et pas qu'à la fin, est une putain de bonne idée. Cela dit, ce film est comme Kingdom Hearts Birth by Sleep. Il est très bon, mais si tu t'y plonges un peu plus sérieusement, tu constates qu'il y a pas mal d'incohérences et quelques détails qui clochent. Et je m'en suis pas privé pour Harry Potter 7 abrégé. Franchement, il y a des trucs, mais c'est bâclé. David Yates s'est clairement reposé sur ses lauriers, surtout pour la partie 2. Mais bon, je suis par exemple ravi de constater que Yaxley se souvient qu'il a des informations cruciales à révéler à Voldemort uniquement quand Rogue se met à parler. Dans le livre, c'est justifié par le fait que les deux arrivent au manoir des Malfoy en même temps, et ils livrent tous deux des informations différentes. Donc dans le film, si Rogue n'avait rien dit, Yaxley aurait également fermé sa gueule. Le coup du miroir où je me dis mais putain, vous l'avez pas introduit dans le 5e film, alors pourquoi vous le foutez maintenant? Je veux dire, les personnages vont au Square Grimaud, ils vont dans la chambre de Sirius, ils auraient pu trouver le miroir là. Putain, mais c'était évident. Mais vraiment, quand un amateur fait de meilleurs choix qu'un professionnel, c'est franchement insupportable. Ou encore... Je veux aller voir Xenophilius Lovegood. Oh, tu veux dire ce personnage que tu n'as jamais rencontré et dont tu ignores le nom? Harry qui va dans le bureau d'ombrage ne sert à rien puisqu'on a droit à une scène coupée. Et en parlant de scène coupée, on coupe le moment où Ron dit qu'il y a un tabou sur le nom de Voldemort. Parce que comme ça, ce n'est pas logique qu'Harry dise « tu sais qui ». Tu sais qui a failli mourir là-bas? Cela dit, on s'en branle complètement du sens parce que dans la partie 2... Je te parie ce que tu veux qu'il y a un Horcrux, une part de l'âme de Voldemort. Donc là, tu prononces Voldemort et il se passe rien. Nique la logique. Et là, avec le 8e film, je ne comprends vraiment pas. Je suis complètement d'accord avec David Yates quand il dit qu'il a viré des éléments du livre. Alors, ok, mais si tu dis ça, tu t'y tiens. Tu fais pas le travail à moitié. Remus, votre fils,
Mais pourquoi? Pourquoi? Putain, mais sérieusement, je ne sais même pas envers qui c'est le plus insultant. Envers ceux qui ont lu le bouquin et qui vont se dire « Oh mais non, putain, mais sérieusement, c'est mal introduit, c'est mal fait !» Ou envers ceux qui n'ont pas lu le bouquin et qui vont se demander en voyant cette scène « Comment il sait ça? D'où? Quand? Comment? Pourquoi ?» C'était pas compliqué de faire dire à Tonks qu'elle attendait un bébé, ce qui se passe exactement dans le livre, ce qui aurait ajouté quelque chose après la bataille dans le ciel. Parce que Ron sauve Tonks, très bien. Mais en même temps, on tire de partout, donc s'il y a des morts, bah ça arrive. Alors que si elle avait dit qu'elle était enceinte, eh ben là, ça aurait changé la donne. Là, ça aurait eu un autre impact. Ron a sauvé une mère enceinte. Il a sauvé une femme et son bébé. C'est quand même autre chose. Et on a dit qu'on annoncerait la nouvelle dans la deuxième partie, mais que dalle. Et puis la bataille, elle est somme toute assez classique et pas vraiment prenante, avec des personnages qui préfèrent regarder en arrière plutôt que de s'enfuir droit devant eux. Molly qui lance des sortilèges de protection et non! Putain, mais vous allez dire que je m'énerve pour un petit détail, mais Molly c'est la gentille mère de famille depuis le début. Sévère, mais aimante envers son mari et ses enfants, et également avec Harry, qu'elle considère comme son fils. Ce n'est qu'à la fin qu'elle finit par péter un câble. Il y a Harry qui envoie de toutes les couleurs. Ginny a été contrôlée par Tom Jedusor. Arthur s'est fait attaquer par Nagini. Ron a été empoisonné. Bill s'est fait scarifier par Greyback, puis a eu son mariage gâché. George a perdu une oreille. Fred est mort. Et voilà maintenant que l'autre pétasse de Bellatrix s'en prend à Hermione, Luna et Ginny et qu'un sortilège de la mort manque de toucher sa fille. Est-ce que vous imaginez à quel point Molly peut désormais en avoir par-dessus la tête? Est-ce que vous sentez à quel point elle est à cran, mes mères? Là, c'est la goutte de trop. Là, on voit Molly excédée qui va venir péter le cul de l'autre salope. Alors que dans le film, il y a déjà une amorce et ça gâche le retournement avec Molly. D'ailleurs, son combat avec Bellatrix... Non, mais c'est nul! C'est nul! Et puis, comme je vous l'ai dit, Hermione, Ginny et Luna, les trois affrontaient Bellatrix. Les trois personnages féminins principaux affrontaient Bellatrix. Et ce sont des sorcières putain de talentueuses. Mais malgré ça, elles sont en difficulté face à une seule femme. Vous vous rendez compte de toute la puissance de Bellatrix? De toute l'aura qu'on lui donne et qu'on voit que dalle dans le film? Et puisqu'on a parlé de la mort de Bellatrix, la mort de Nagini... Bon, on n'arrive pas à tuer les méchants normalement dans ce film. Ça devait être trop violent, une décapitation. Et il faut être honnête, si on fait attention, on voit que le sortilège de désarmement affecte le bras de Voldemort. Mais bon, il n'empêche que mourir comme ça reste débile. Et en parlant de trucs débiles, si Helena Bonham Carter joue Hermione qui joue Bellatrix, j'espère que vous avez compris, est absolument crédible à Gringotts, il n'en reste pas moins que ça... Madame Lestrange. Bonjour monsieur. C'est particulièrement débile, surtout venant d'Hermione dont on vante l'intelligence depuis 7 films. Les trucs vous touchent quand même, donc ils devraient continuer à se multiplier, ça n'a aucun sens. T'aurais pas vu Luna? Luna? Je suis fou d'elle. Il est temps que je lui dise, on sera sans doute mort d'ici là. Non, non! Cette scène n'a jamais existé. Ou à la rigueur, peut-être ça. T'aurais pas vu Luna? Luna? Je suis fou. Il est temps que je lui dise, on sera sans doute mort d'ici là. Et les trucs débiles continuent avec les souvenirs de Rogue. Je critique pas les souvenirs en eux-mêmes, mais quand tu commences par ça... On nous casse les couilles à nous dire qu'Harry a les yeux de sa mère et on prend une fillette qui a les yeux marrons. Outre cet élément qu'on nous rabâche depuis le début, si ce sont les souvenirs de Rogue, alors pourquoi on voit des scènes d'autres films ou des souvenirs qui n'appartiennent pas à Rogue? Harry reste sain et sauf. Ça ne veut rien dire. Et j'aurais pu également placer cet extrait à ce moment-là parce que ça aussi, ça ne veut rien dire. Toi et quelle armée? Et ajouter des trucs c'est cool, comme la scène où Rogue va à Godric Solo qui est absolument génial, mais les mecs se sont plantés sur tellement de points que Dumbledore est obligé de dire que Rogue risque sa vie tous les jours pour protéger Harry. On est obligé de le préciser parce que c'est pas clair dans les films. Rogue est également obligé de rajouter qu'Harry a les yeux de sa mère, donc la scène est infiniment moins subtile. Hagrid est juste un putain de figurant qui ne sert à rien. Harry est très con de se révéler maintenant, et l'épée ne devrait pas déjà apparaître. Que Neville la sorte du chapeau, oui, elle apparaît pour les plus courageux, comme il se passe dans la chambre de secret. Mais que l'épée soit déjà dans le chapeau quand Neville ramasse celui-ci, non seulement c'est incohérent, mais en plus, ça gâche le moment où il va la sortir. Comme pour Molly qui pète un câble, c'est devenu prévisible, et c'est vraiment décevant. Et après tout ça,
Mon ordre préféré. En 8ème position, Harry Potter et l'école des sorciers. C'est gamin, Harry est insupportable, j'ai déjà tout dit. En 7ème position, Harry Potter et la chambre des secrets. C'est plus sombre, Harry m'insupporte toujours autant, et voilà. En 6ème position, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. J'adore tellement les détraqueurs, et c'est dans ce film qu'ils ont le meilleur look. J'ai jamais été particulièrement fan de Sirius dans les bouquins, mais je kiffe Gary Oldman. Le film est plus sombre, les élèves commencent un peu à lâcher leur robe de sorcier, donc c'est cool. En 5ème position, Harry Potter et la coupe de feu. Voilà un film foutrement intéressant qui mélange à la fois le génie et la débilité. Barty Crompton Jr. est bien trop fou pour paraître crédible en tant qu'Alastor Maugrey. La deuxième tâche est géniale et je l'imagine exactement comme je l'ai fait dans l'abrégé. Les sorts d'Harry et Voldemort qui n'en forment plus qu'un sortent tout droit de mon cul, mais la mort de Cédric est juste horrible quand je vous dis que ce film est intéressant. En 4ème position, Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1. Voilà un film qui envoie du pâté aux bec. Et même s'il y a des scènes inutiles ou un peu longues par moments, c'est globalement bien foutu. Et la mise en scène du conte des trois frères est absolument géniale. En 3ème position, Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Ça peut étonner de le placer aussi haut parce que oui, ce film est décevant sur bien des aspects. Mais il reste quand même très appréciable. Les musiques sont bonnes et on sent bien quand même malgré tout que c'est la guerre, qu'il y a de la tension. Et voir Rogue pleurer en prenant la femme morte qu'il a aimée toute sa vie, c'est vraiment poignant et ça pour le coup, ça fait bien chialer. Et puis, pour une saga avec qui j'ai grandi, on finit vraiment pas trop mal. Ça aurait pu être bien pire. Et puis ce film contient quand même Luna Lovegood. En 2ème position, Harry Potter et le prince de sang mêlé. Je vous avouerai avoir eu des doutes au début avec tous les avis négatifs que j'ai entendus ici et là. Mais non, y a rien à dire, j'adore ce film, j'adore cette ambiance. C'est pesant, ça va pas tarder à exploser, une réussite. Et en première position, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Voilà le film de la saga que j'ai vu le plus de fois. Mieux même, voici le film que j'ai vu le plus de fois dans toute ma vie. Et je ne m'en lasse jamais. Je le connais tellement par cœur que j'ai l'impression qu'il s'est passé 20 minutes au lieu d'1h20. Je le connais tellement par cœur que j'ai l'impression qu'il va se passer autre chose, que l'histoire va changer à cette vision, que les personnages ne se feront pas encore avoir. Et comme un fait exprès, le scénario a été écrit par Michael Goldenberg, alors que tous les autres ont été écrits par Stephen Kloves. C'est pas parfait ou quoi que ce soit, mais j'aime ce film. Les musiques, les batailles, les personnages, l'histoire, tout m'impressionne. Il y a des scènes qui me font rire, d'autres qui me font stresser. Quand Voldemort possède Harry mais que celui-ci pense à ses amis, ça me fait pleurer. Bref, j'aime tout simplement. Ce film est génial. Et puis c'est quand même la première apparition de Luna Lovegood.